Le Titanic, le paquebot mythique. Derrière la légende du plus célèbre des navires commerciaux se cache un récit méconnu. L'aventure de pionniers conquérants est décidée à repousser les limites du possible pour offrir à l'humanité des bateaux jamais conçus par les mains de l'homme. Une prouesse technique et technologique aux racines irlandaises qui comprend la création non pas d'un, mais de 3 paquebots. Et ils seront les plus grands du monde en leur temps. Ils planifient des bateaux gigantesques comme on n'en a encore jamais vu. Aujourd'hui, on pourrait comparer l'expérience à une mission sur Mars. C'est l'équivalent le plus probable. Ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir dompter la nature. Vous pensiez tout connaître sur le Titanic? Ce film documentaire vous révèle le contraire. Il lève le voile sur des éléments méconnus de l'histoire du paquebot le plus célèbre de tous les temps. Tout commence en 1908, dans les chantiers Harland & Wolff de Belfast, avec la création d'infrastructures hors normes et révolutionnaires. Pendant près de 3 ans, 6000 personnes relèvent le défi complètement fou de réaliser ces mastodontes aux dimensions pharaoniques. L'aménagement du chantier naval en soi est un chantier dans le chantier. Il faut faire ces changements car c'est tout simplement impossible de construire ces bateaux. La construction du Titanic est digne d'un roman d'aventure. Rien que l'édification de sa coque demande 2 ans de travail. Elle est rendue possible grâce à la vista et au savoir-faire éprouvé d'hommes audacieux et visionnaires et d'outils toujours plus à la pointe de la modernité. La rifteuse positionne ses rivets par pression, les compresse parfaitement et bouche les trous. Tout à l'époque du Titanic est pensé, confectionné, dessiné à la main. La moindre erreur risque de compromettre la qualité, la stabilité et le fonctionnement même du bateau. Son lancement est un événement international aux risques colossaux. Il présente un défi technique formidable, avec son lot d'obstacles à surmonter et son cocktail de sensations fortes, dans une situation où l'erreur n'est pas permise. La taille du Titanic est sans précédent. On ne sait pas à 100% si ça va bien se passer ou pas. Pendant 60 secondes, ils ont le privilège de voir le plus grand objet mouvant se déplacer pour la première fois. On dit que si un navire survit à son lancement, il peut survivre à tout. La dernière partie, celle de son armement, atteint le paroxysme du prodige humain. Cette dernière phase d'une complexité diabolique nécessite la plus grande attention et l'invention de procédés uniques en leur genre. C'est une grue flottante. Elle peut donc plus facilement faire le tour du bateau et décharger les pièces aux emplacements prévus. Les moteurs du Titanic sont les plus gros jamais construits à cette époque. Si le courant se coupe, elle se ferme quand même en cas d'urgence. Dans sa quête d'immortalité, le Titanic avait déjà en germe tous les signes annonciateurs de la catastrophe à venir. Entre mauvais présages, retards et drames humains, ce témoin du combat entre l'homme et la nature était condamné à une fin tragique. Le Titanic fait face à des situations pour lesquelles il n'a jamais été conçu. À Belfast, on dit que ce qui est arrivé au Titanic est une catastrophe, mais que lui n'en était pas une. Grâce à des reconstitutions en 3D exceptionnelles, des archives colorisées inédites, des photos d'époque que nous avons animées, et la participation des plus grands spécialistes mondiaux du Titanic, nous allons vous faire pénétrer au cœur du chantier du paquebot du siècle. Titanic, anatomie d'un géant. Belfast, en Irlande du Nord. C'est ici que le plus grand mythe de la construction navale est né, il y a 110 ans, au cours d'une période charnière de l'histoire contemporaine. Au début du XXe siècle, le rêve américain est sur toutes les lèvres. Nombreux sont ceux à vouloir tenter leur chance en rejoignant ce nouveau monde plein de promesses. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'emprunter l'un des parcours les plus dangereux du monde. L'océan Atlantique Nord.
On a du mal à se l'imaginer aujourd'hui, mais il était impensable de voyager dans l'espace. L'équivalent de l'époque, c'était l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est perçu comme le bout du monde, comme s'il n'y avait rien au-delà. Mais pour les immigrants, il représente la liberté et de nouvelles opportunités. Pour traverser l'Atlantique, on ne peut pas prendre l'avion. Il n'existe pas encore. Le seul moyen de l'époque, c'est les paquebots. Dans ce contexte de forte demande, les industries navales européennes et américaines sont en pleine expansion. Les compagnies maritimes rivalisent d'inventivité pour offrir des paquebots de plus en plus grands et rapides aux passagers. C'est la course entre les nations pour concevoir le bateau le plus rapide. À un moment, la technologie a en quelque sorte éclipsé les besoins humains. Ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir dompter la nature. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus on peut mettre de passagers sur le bateau, plus c'est rentable. Et donc, leur ambition en matière de taille, d'échelle et de vitesse n'a pas de limite. Deux compagnies britanniques dominent le marché, la White Star et la Cunard. Ces grandes concurrentes se livrent une bataille farouche pour battre tous les records et attirer le maximum de passagers fortunés et d'immigrants. En 1907, la Cunard Line met en service deux monstres des océans. Des paquebots dont la taille, le poids, la vitesse et la capacité sont sans précédent. Le Lusitania et le Mauretania. Avec ces deux géants des mers, la traversée entre Southampton et New York dure moins de 6 jours. Du jamais vu. Cette prouesse humaine et technologique fait l'effet d'une bombe chez son concurrent, la White Star. Ses dirigeants savent qu'ils ne peuvent lutter avec la vitesse affichée de 27 nœuds des bateaux de la Cunard, l'équivalent de 50 km/h. La White Star est inquiète. Le Lusitania est le bateau le plus rapide du monde grâce à sa propulsion révolutionnaire. Elle ne se voit pas le concurrencer sur le terrain de la vitesse. C'est pourquoi elle choisit de mettre l'accent sur la taille, le luxe et la sécurité. Ils vont vous offrir du luxe, de la stabilité, des bateaux somptueux. Ils veulent faire de ces paquebots les plus grands du monde pour que vous vous sentiez vraiment spécial lorsque vous êtes à bord. Voilà pourquoi ils mettent au point les paquebots de la classe olympique. La classe olympique, un projet vertigineux et inédit. Il comprend la construction de 3 paquebots plus longs de 30 mètres que le Lusitania et le Mauretania. 270 mètres de long sur 28 mètres de large, pour une hauteur de 53 mètres de la quille au sommet des cheminées. Le tout avec une capacité totale de 3500 passagers et membres d'équipage pour un poids de plus de 52 000 tonnes, l'équivalent de 180 Airbus A380. Ces 3 navires seront les plus longs, les plus lourds et les plus grands jamais construits en leur temps. Ils planifient des bateaux gigantesques comme on n'en a encore jamais vu. Ce sont vraiment des paquebots exceptionnels. C'est un projet absolument monstrueux à tout point de vue. Leur construction est rendue possible grâce au banquier américain John Pierpont Morgan, qui dépense 1,5 million de livres sterling à l'époque, l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui pour chacun de ces 3 paquebots. Si ces colosses d'acier ont été dessinés par les architectes britanniques Alexander Carlisle et Thomas Andrews, ils sont sortis de l'esprit de 2 hommes, Bruce Ismay, le patron de la White Star, et William Peary, le plus grand constructeur naval au monde. L'ambition de Peary est d'être le créateur du premier bateau de 300 mètres de long. On les nomme. Pour concurrencer les noms de provinces romaines utilisés par la Cunard, la White Star se tourne vers les dieux grecs, les dieux de l'Olympe, olympique, et bien sûr leurs grands rivaux, les titans, Titanic. Les 2 premiers navires de la classe olympique seront construits en même temps, alors que le chantier du 3e bateau commencera une fois que le premier sera mis en service. Avec en ligne de mire un objectif très clair, avoir toujours des bateaux en mer assurant les traversées transatlantiques chaque semaine. C'est l'idéal. Les trajets doivent s'effectuer dans les 2 sens en même temps pour garantir aux passagers un service de transport régulier. Une fois par semaine, vous pourrez embarquer sur un de ces paquebots. Il sera à New York 6 jours plus tard, l'idée étant d'avoir une rotation continue.
La construction de ces paquebots gigantesques est confiée à des experts de premier plan, les chantiers Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord. Depuis 50 ans, ces pros de la construction navale développent des trésors d'imagination pour repousser les limites techniques et rendre possible les rêves les plus fous de construire des palaces flottants de plus en plus démesurés. Si ce n'est pas vous qui travaillez chez Harland & Wolff, alors c'est un de vos proches. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Harland & Wolff. C'est une ville à part entière. C'est comme General Motors à Détroit. La plupart des habitants de Détroit travaillent pour des fabricants de voitures. Eh bien, la plupart des habitants de Belfast travaillent pour Harland & Wolff. Ça fait beaucoup de monde. Pour commencer cette construction titanesque, les experts d'Harland & Wolff doivent complètement repenser leur chantier. Ils réaménagent leurs infrastructures pour être capables de construire ces mastodontes. L'aménagement du chantier naval en soi est un chantier dans le chantier, c'est-à-dire qu'on va bâtir des infrastructures gigantesques pour être en mesure de réaliser le Titanic. Le chantier naval existant est moderne et c'est l'un des plus grands du monde. Néanmoins, il faut faire ces changements car c'est tout simplement impossible de construire ces bateaux. La longueur de ces paquebots est si inédite qu'aucune cale de construction au monde n'est suffisamment grande. Les ingénieurs d'Harland & Wolff sont contraints de détruire 3 cales existantes pour en bâtir 2 géantes. D'une longueur de 260 mètres sur 80 mètres de large, la superficie de 3 terrains de football, ce sont les plus grandes jamais construites. Et elles permettent de construire le Titanic et l'Olympique côte à côte. C'est la première fois que 2 bateaux aussi grands sont construits en même temps sur le même chantier naval. Le défi est énorme. Cette opération pharaonique va déterminer à elle seule la suite du chantier et le respect du planning. La mise en service de l'Olympique et du Titanic est fixée à l'été 1911 et au printemps 1912. Le moindre manquement peut avoir des conséquences catastrophiques pour la suite. À partir du moment où on annonce la construction d'un navire qui va être mis en service quelques années après, il va falloir que le chantier naval tienne ce délai-là. La construction de ces palaces flottants se déroule en 3 grandes phases. Tout d'abord, la construction de sa coque, la partie la plus longue. Son lancement, une étape complexe. Enfin, l'armement et l'aménagement intérieur du navire. Les technologies les plus pointues de l'époque sont mises au service de ces paquebots. La construction des 2 paquebots nécessite d'inventer un échafaudage révolutionnaire capable de soulever des pièces de métal au-dessus de la coque de 30 mètres de hauteur. Un challenge que les ingénieurs ont confié à l'architecte William Harrol, le Gustave Eiffel britannique. À projet démesuré, outils démesurés. L'architecte a imaginé la plus grande structure en acier au monde. William Harrol se voit confier cette mission. En quelques années seulement, il livre une structure qui restera longtemps inégalée, puisqu'elle sera utilisée jusqu'à la fin des années 60. D'une hauteur de 70 mètres, ce portique gigantesque de 6000 tonnes de métal enjambe les 2 cales de construction du Titanic et de l'Olympique. Il est composé d'une grue mobile centrale et de 10 grues électriques sur roulement pouvant soulever 5 tonnes chacune. Il y a des grues pour soulever les énormes plaques d'acier et les positionner au bon endroit. Il y a des ascenseurs pour emmener les ouvriers au sommet. Il y a toutes sortes de moyens mécaniques pour transporter les gens et le matériel d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment une petite ville en soi, ce portique Harrol, finalement, qui va rassembler des centaines d'ouvriers tous les jours sur le chantier naval. C'est comme un effet domino. Une action en entraîne une autre, jusqu'à ce que les travaux de construction puissent commencer. 22 mars 1909, le chantier du Titanic peut commencer.
Près de 14 000 personnes pénètrent sur les chantiers Harland & Wolff de Belfast. 6 000 d'entre eux vont travailler à la construction des paquebots du siècle. Lorsque la construction du Titanic débute, le chantier de l'Olympique a déjà commencé depuis 3 mois. Dans la cale voisine, des blocs en bois spécialement conçus ont été minutieusement positionnés pour édifier le navire. Cette ligne de thym va servir de lit au premier élément du navire, sa quille. La première étape de la construction d'un navire, c'est la pose de la quille. C'est un moment très symbolique qui est un peu comme la pose de la première pierre d'un bâtiment. C'est littéralement la colonne vertébrale du bateau. Comme pour la colonne vertébrale d'un squelette, tout dépend de cette partie-là. La quille doit être absolument équilibrée et alignée. Sa mise en place doit être réglée au cordeau. Cette quille est constituée de plusieurs poutres en acier laminé assemblées entre elles en fond de cale. Le tout forme une immense barre métallique de 50 cm de large et s'étendant sur toute la longueur du paquebot. C'est vraiment la quille, l'élément central qui va être l'axe de construction de tout le bateau par la suite. Deux mois plus tard, une nouvelle étape commence. Elle détermine à elle seule la solidité et la sécurité du navire, la mise en place d'un double fond. Cette double peau composée de caissons de métal est un bouclier redoutable contre l'ennemi majeur d'un navire, l'inondation. Depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on a bien saisi un concept pour s'assurer que les navires flottent. C'est que si jamais il y a un trou, il faut éviter que l'eau rentre dans l'intégralité du navire, sans quoi il va couler. Vous heurtez un rocher par exemple, vous ne coulerez pas. Le navire est rapatrié sur le chantier naval, la coque est réparée et c'est reparti. La sécurité est au cœur du projet de la classe olympique. Il faut rendre ces bateaux les plus sûrs possibles et utiliser ces idées révolutionnaires pour assurer la sécurité du Titanic. Le montage de ce double fond est un défi en soi. Les différentes pièces métalliques sont assemblées par la technique du rivetage. Le rivetage, c'est la superglue de l'époque. Si c'est du métal, c'est riveté. Les techniques de construction du Titanic et de l'Olympique sont les mêmes que celles utilisées sur des bateaux plus petits. Seulement, ils sont si grands qu'on n'est pas sûr du résultat. 3 millions de rivets sont nécessaires à la construction du Titanic. Un tiers va être posé par une technologie à la pointe de la modernité. Cette énorme machine, la rifteuse hydraulique. Cette nouvelle machine est constituée de pinces géantes, montées sur un pont roulant. Elles sont rapides et efficaces, ce qui crée un joint très résistant. Ils introduisent ces rivets dans des trous percés à l'avance. La rifteuse positionne ces rivets par pression, les compresse parfaitement et bouche les trous. C'est une technologie qui est très coûteuse, mais qui permet de s'assurer que ce rivetage soit très solide. Juillet 1909. 5 mois après le début du chantier, la construction peut prendre de la hauteur avec la pose d'énormes armatures. Dans le jargon, on les appelle les couples. Ce sont eux qui serviront de support aux tôles d'acier de la coque du Titanic. Les couples, qu'on appelle aussi les côtes, sont comme les côtes d'un squelette. Ce sont eux qui donnent sa forme à la coque. Ils constituent aussi la structure principale qui relie tout le reste des éléments. 300 couples de 20 mètres de hauteur sont nécessaires pour charpenter la cage thoracique du Titanic. Leur fabrication est un travail d'orfèvre. Après avoir été parfaitement pensés par les ingénieurs du chantier, ils sont confiés à une armée de dessinateurs dont la mission est une gageure. Ils doivent reporter ces plans à taille réelle dans ce hangar de la taille d'un terrain de football. Tous ces éléments-là vont être créés, dimensionnés et sont dessinés à taille réelle, en fait, dans une grande salle des chantiers Harland & Wolff, à la craie. Tout, à l'époque du Titanic, est pensé, confectionné, dessiné à la main. Les couples sont dessinés sur des planches en bois attachées les unes aux autres. Ils sont tracés à la craie et puis gravés avec un couteau spécial. C'est dans le cadre de ce processus qu'on vérifie les patrons pour être sûr que toutes les lignes s'entrecoupent correctement à taille réelle, de sorte que lorsque les couples sont créés, ils s'assemblent là où c'est prévu.
La moindre erreur, notamment lorsqu'il s'agit de convertir des dessins à l'échelle en dessins grandeur nature, peut amener à la création de pièces défectueuses. Au mieux, c'est une perte de temps. Au pire, vous risquez de compromettre la qualité, la stabilité et le fonctionnement même du bateau. Et leur pose doit être réglée au cordeau, sans quoi les conséquences peuvent être catastrophiques sur la suite du chantier. Le risque, que la stabilité du bateau ne soit pas assurée et qu'il bascule dans la cale de construction ou lors du lancement de la coque. Lorsque vous mettez en place ces couples de 30 mètres de hauteur, vous voulez vous assurer qu'ils soient bien alignés pour obtenir une forme correcte, symétrique, mais aussi pour garantir la stabilité du bateau sur la cale pendant la construction. Un navire n'est pas conçu pour être sur Terre. Plus sa structure prend de la hauteur, plus son centre de gravité bouge, ce qui présente un nouvel obstacle à surmonter. Il est impératif de maintenir la coque bien droite, sans quoi les conséquences seraient dramatiques. Si un bateau venait à se renverser pendant la phase de construction, les conséquences seraient absolument catastrophiques pour le bateau lui-même, mais aussi pour le portique et la zone tout autour. Donc on va étayer en fait la structure du bateau avec des grosses poutres en bois qui vont venir renforcer et tenir le bateau droit dans la cale de construction. Il n'y a pas de laser, ni d'outils électroniques. C'est équipé d'un crayon et d'une scie que les ouvriers doivent appliquer les plans qui leur sont donnés et faire en sorte de tout reproduire parfaitement au millimètre près. Dans le même temps, les ouvriers posent toute l'ossature intérieure du paquebot. Des centaines de poteaux et de traverses métalliques viennent renforcer la coque du Titanic. Il faut imaginer ça comme une espèce de grande grille avec énormément de piliers qui assurent que le navire garde sa forme. La coque seule, autrement, se déformerait très vite. C'est tout un ensemble de processus qui marchent ensemble. On ne peut pas installer les tôles sans les pièces internes pour les maintenir. Avril 1910. Plus d'un an après la pose de la quille, la structure de la coque du Titanic est terminée. Elle peut maintenant être recouverte de son enveloppe métallique. Elle est composée de 2000 plaques d'acier. Les plus grandes mesurent 10 mètres de long sur 2 mètres de large pour une épaisseur moyenne de 3 cm. Chacune d'entre elles pèse près de 4 tonnes. Ces tôles rectangulaires proviennent des meilleures aciéries d'Irlande et d'Écosse. L'acier est utilisé et testé selon les standards de l'époque pour s'assurer qu'il ait une qualité et une résistance suffisantes pour une utilisation sur un bateau de cette taille. L'acier du Titanic est plus que convenable. C'est même le meilleur que vous pouvez trouver à l'époque. Une fois rapatriées sur les chantiers Harland & Wolff, ces tôles sont traitées dans cet atelier où elles sont trouées avec la plus haute précision. Le but, accueillir les lignes de rivets qui vont garantir l'étanchéité de la coque du Titanic. Vous avez deux plaques de métal qui se chevauchent. Elles ont des trous, vous alignez les trous et puis vous y insérez ces rivets brûlants. 2 millions de rivets en fer forgé vont être posés selon la méthode traditionnelle du rivetage manuel. Ce travail d'horloger est effectué par des équipes de professionnels triés sur le volet, à la réputation et au savoir-faire mondialement connus, les riveteurs. Les riveteurs ont un travail très difficile. Ils sont très respectés sur le chantier, comme les acteurs principaux d'un film. Un bon rifter vaut son pesant d'or. Ces hommes sont payés au nombre de rivets posés. Les équipes sont souvent composées de 5 personnes. Chacune d'entre elles a un rôle bien défini. La rapidité d'exécution est la clé de leur réussite. Les riveteurs ont une fenêtre de tir extrêmement courte. Ils ont seulement 10 secondes pour fixer chaque rivet à la coque en le gardant chauffé à la même température. Si le rivet n'est pas chauffé à la bonne température, il ne sera pas posé correctement, ce qui va entraîner une perte de temps, de matériaux, mais qui va aussi retarder la construction. C'est pourquoi ils doivent parfaitement se coordonner.
Le premier a l'immense responsabilité de chauffer chaque rivet à une température de 650 degrés, la température de la lave en fusion, ni plus ni moins, sinon le rivet en serait fragilisé. Vous avez de jeunes apprentis de 13-14 ans qui travaillent sur le chantier. Ils débutent dans les équipes des riveteurs en tant que chauffeurs ou attrapeurs. Le chauffeur fait chauffer ses rivets pour les rendre malléables et donc plus faciles à travailler. Puis il les lance à l'attrapeur qui les récupère et les insère dans le trou. Quelqu'un saisit le rivet brûlant avec des pinces, le met en place, et de l'autre côté, 2 hommes frappent avec un marteau, chacun leur tour, pour aplatir l'extrémité et maintenir le rivet en place. Et ce travail est regardé à la loupe par des contrôleurs. Ces hommes sont les garants de l'étanchéité du navire et les premiers témoins du nombre de rivets posés par les équipes. Il y avait des contrôleurs qui passaient et qui comptaient les rivets pour les ouvriers pour qu'ils aient leur salaire, mais qui frappaient les rivets aussi avec un petit marteau. Et en fait, ils avaient une détection au son pour savoir si les rivets étaient de bonne qualité ou pas. Deux ans après la pose de sa quille, la coque du Titanic est complètement terminée. Les ponts supérieurs sont finis, toute sa structure interne est assemblée. Elle est parfaitement étanche. Jamais pareille structure n'a été conçue par les mains de l'homme. Un exploit en soi. Lors d'une balade dominicale, un ouvrier du chantier emmène son fils, John Parkinson, contempler ce nouveau bateau qu'est le Titanic. Une fois devant, son fils regarde dans les 2 directions sans pouvoir en voir la fin. Il est si gigantesque qu'il masque le ciel. Il demande à son père « Comment un tel bateau arrive à tenir sur l'eau ?» Son père répond « Fiston, ce gros bateau tiendra toujours sur l'eau. » 31 mai 1911, la coque du Titanic s'apprête à rencontrer l'eau pour la première fois. Pour célébrer cet événement majeur, toute la bonne société belfastoise et son cortège de personnalités est conviée. Les médias internationaux sont présents pour immortaliser le lancement du plus grand paquebot du monde. Le jour du lancement. C'est une date majeure pour Belfast. Comme pour le lancement d'une fusée, l'événement attire l'attention du monde entier. Près de 100 000 personnes sont amassées sur les berges pour assister à la mise à l'eau du Titanic. Ils ont payé 1 shilling pour voir ça. C'est la conclusion de plusieurs mois de travail. C'est un petit peu l'acte de baptême officiel du bateau. Le lancement est entouré d'une tension énorme pour les concepteurs du bateau. Le Titanic est une immense carapace de 24 000 tonnes. Cette étape cruciale doit venir confirmer la bonne exécution de sa construction et elle comprend son lot d'inquiétudes. Lancer une coque aussi lourde et aussi grande et sans précédent, on se pose la question, est-ce qu'elle va tenir en équilibre ? Est-ce que ça va être le triomphe tant attendu? Est-ce que ça va clouer tout le monde sur place? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un échec? La réputation du bateau est clairement en jeu là. La tension est à son paroxysme. 4 ans plus tôt, en 1907, le naufrage du navire italien, le Principessa Yolanda, lors de son lancement, a profondément marqué les esprits et nourri la crainte de tout constructeur naval. Ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Donc là, ça fait un navire qui était fichu avant même d'avoir fait sa première traversée. Donc il faut faire très attention à avoir construit un navire qui soit parfaitement équilibré. Et bien sûr, la taille du Titanic est sans précédent. On ne sait pas ce qui va se passer à 100%. Pour se prémunir d'une telle catastrophe, l'opération a été soigneusement réglée au cordeau. Tout d'abord, les ouvriers doivent retirer ces blocs de bois qui supportent toute la coque du Titanic. Une opération délicate. Il faut vraiment retirer les éléments qui tiennent la structure du bateau jusqu'au dernier instant, les retirer dans un ordre très précis pour que la stabilité du bateau soit maintenue jusqu'au dernier instant.
2 jours avant le lancement, lors du retrait des étais, un homme va se retrouver avec les jambes coincées sous un pilier en bois et succomber à ses blessures. Certains disent que le Titanic n'a pas été lancé dans du champagne, mais dans le sang de cet homme, James Dobbin. Avant même son lancement, le Titanic est déjà endeuillé. En totalité, 17 ouvriers décèdent lors de la construction des paquebots du siècle. 8 rien que sur le Titanic. Désormais, la coque n'est maintenue que par 2 vérins hydrauliques. Seulement, bien que la coque repose sur une cale de construction au sol incliné, les ingénieurs doivent s'assurer qu'elle glisse correctement vers le fleuve Lagan. Bien sûr, la gravité va faire le gros du travail, mais il y a beaucoup de frottement sur le sol. Donc on enduit la cale de 22 tonnes de savon, d'huile et de suif. Il paraît que l'odeur est épouvantable, mais c'est la quantité nécessaire pour le lancement. Il est 12h13, l'heure de vérité. Le trafic maritime est arrêté dans le fleuve Lagan. Des fusées de détresse signalent le départ. Un grand silence s'invite sous le portique Harold. Dès que le signal retentit, on relâche les vérins hydrauliques. Le dernier crochet se détache et plus rien ne retient le Titanic. Cette pièce tombe et c'est bien sûr le dernier frein qui retient le Titanic. Et puis, le poids de la coque fait le reste et la propulse dans l'eau. La tension est telle que tout le monde retient son souffle. Vous avez là le plus grand objet mobile jamais construit par les mains de l'homme, qui glisse de cette cale. Qu'il vienne d'une petite ville comme Belfast, qui est aux confins de l'Europe, c'est tout simplement incroyable. À ce moment-là, c'est l'objet mobile le plus grand du monde et ils en sont conscients. Et donc pendant 60 secondes, ils ont le privilège de voir cette coque se déplacer seule pour la première fois. Un événement impressionnant qui se déroule à merveille sous les yeux de spectateurs conquis par le spectacle. La coque atteint la vitesse de 12 nœuds, ce qui crée un nouveau danger. Lorsque vous lancez un bateau de 24 000 tonnes dans le fleuve, ce qui est le cas, vous devez vous assurer de pouvoir l'arrêter. Sinon, il va taper le quai d'en face. Il est donc nécessaire de prendre les mesures pour que le bateau ne s'élance pas trop loin lorsqu'il rentre dans l'eau. La solution trouvée, 80 tonnes de chaînes et d'ancre maintiennent le Titanic et viennent le freiner dès son entrée dans l'eau. Ces chaînes sont si efficaces qu'une fois lancé, le Titanic ne parcourt qu'une distance de 2 fois sa longueur avant de s'arrêter. C'est la seule façon de pouvoir contrôler cet événement totalement incontrôlable. On dit que si un navire survit à son lancement, il peut survivre à tout. La construction du Titanic en tant que pièce d'architecture navale est achevée. Il reste maintenant à l'aménager pour convertir cette coquille vide en une véritable ville flottante. Juin 1911. La coque du Titanic est acheminée au quai d'armement d'Harland & Wolff. Spécialement édifié pour accueillir ces navires, il est le plus grand au monde en son temps. C'est ici que l'intérieur du paquebot va être entièrement aménagé. Le Titanic est censé être opérationnel pour son voyage inaugural dans 7 mois. Un planning réglé comme du papier à musique, dont les concepteurs sont loin de s'imaginer le lot d'imprévus qui va venir bouleverser le chantier. Tout commence par l'intégration des éléments les plus lourds, les pièces maîtresses du paquebot, celles sans qui ce géant des océans ne pourrait se déplacer. Sa propulsion. Et sa technologie avant-gardiste défie toute concurrence.
Le chantier Harland & Wolff, en accord avec la White Star Line, a décidé d'opter pour l'Olympic et le Titanic pour un système de propulsion mixte qui allie deux types de machines différentes. On a à la fois des machines alternatives et des turbines à vapeur. Les turbines et les moteurs alternatifs sont des technologies déjà existantes, mais combiner les deux ensemble est inédit. Ces composants sont façonnés dans les nombreux ateliers d'Harland & Wolff. Leur construction a commencé en parallèle de la coque. Ces pièces sont des bijoux de technologie et de génie humain. Les moteurs du Titanic sont les plus gros jamais construits à cette époque. Haut de 4 étages, triple expansion, 4 cylindres. Les moteurs sont comme les différentes pièces d'une maquette. Ils sont construits sur la terre ferme, minutieusement testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent, et puis désassemblés. Les éléments les plus emblématiques, ce sont ces 29 énormes chaudières. D'une hauteur de 5 mètres chacune, soit la taille d'une maison, ces mâchoires devront avaler 600 tonnes de charbon par jour lors de la traversée transatlantique. Leur construction est le summum de l'ingéniosité et de la maestria de leurs concepteurs. Si leur fabrication relève de la gageure, leur intégration dans la coque du Titanic est un nouveau défi en soi. C'est une manœuvre très compliquée puisqu'on parle de pièces très lourdes et qu'il faut, comme toujours, vérifier l'équilibre du navire et donc procéder de façon très précautionneuse. Chaque chaudière pèse près de 20 tonnes, le poids de 20 voitures. Aucune grue britannique n'est capable de soulever un tel poids. C'est pourquoi les chantiers font appel à une compagnie allemande qui a mis au point un outil sans équivalent, la grue Titan. Capable de soulever plus de 150 tonnes sur des portées de plusieurs mètres, cette structure de métal pharaonique coûte la modique somme de 30 000 livres sterling à l'époque, l'équivalent de 3 millions d'euros d'aujourd'hui. La grue Titan n'est pas une mince affaire. Elle est auto-alimentée pour pouvoir manœuvrer les treuils, sa flèche ou ses différentes composantes. Et elle doit, dans le même temps, être capable de contrebalancer le poids de sa charge. C'est une grue flottante. Elle peut donc plus facilement faire le tour du bateau et décharger les pièces aux emplacements prévus. Lorsque les chaudières se présentent sur le quai d'armement, la grue Titan les saisit et se positionne à l'endroit le plus propice pour la prochaine étape. Chacune des pièces de la propulsion doit être soigneusement descendue en fond de cale par ces énormes brèches. Quand ils ont construit la coque, avant le lancement, ils ont laissé des brèches énormes sur tous les ponts pour pouvoir descendre les machines et les chaudières à l'intérieur du bateau. L'espace est limité, donc il faut bien les positionner. Faire des signes de la main, passer des messages vers l'avant, vers l'arrière, et une fois descendues dans la salle des chaudières, elles doivent évidemment être placées au bon endroit. Chaque opération de la grue doit être faite avec la plus grande précision. Elle doit aussi prendre en compte les rafales de vent qui font tanguer le bateau à quai et rendent la manœuvre extrêmement complexe. Le risque, endommager la structure intérieure lors de la descente de ces pièces monumentales. Vous devez faire preuve d'une grande habileté et d'une grande force manuelle pour vous assurer qu'il soit placé au bon endroit, car vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une fois en fond de cale, un nouveau défi attend les équipes. Ces pièces de plusieurs dizaines de tonnes doivent être positionnées au millimètre près, à des endroits prédéfinis, dans un ordre bien précis. Cette série d'actions détermine à elle seule l'équilibre du navire. Les concepteurs du Titanic ont prévu la construction d'une grue interne au paquebot pour déplacer ces éléments gigantesques. C'est une petite grue destinée principalement à la maintenance lorsque le navire est en marche. Mais en fin de compte, entre cette grue et la force manuelle, vous pouvez reconstituer le moteur et le relier au reste de l'infrastructure du navire. Dans le même temps, de nombreux corps de métier savent faire à l'aménagement intérieur du paquebot. Plombiers, électriciens, menuisiers mettent du cœur à l'ouvrage pour faire du Titanic un palace flottant. Pendant qu'on termine la méga structure extérieure du bateau, on aménage l'intérieur avec un décor et un mobilier somptueux pour le rendre habitable et transformer cette coque de métal en un hôtel prestigieux, capable de rivaliser avec n'importe quel hôtel de luxe sur la terre ferme.
Près de 2 ans et demi après le début du chantier du Titanic, arrive le moment tant attendu qui va faire entrer le paquebot dans la légende, la pose de ses cheminées. Ces 4 cylindres monumentaux mesurent plus de 20 mètres de hauteur, la taille d'un immeuble de 6 étages. On dit 2 locomotives pourraient se croiser à l'intérieur. Et donc là encore, c'est un gros travail. On les a construits sur place, on va les déplacer, puis les faire hisser par cette grande grue. Ces cheminées présentent en plus la particularité d'être fabriquées en une seule pièce. Donc elles arrivent sur le quai d'armement en un seul morceau. Et la grue Titan qui a été achetée par le chantier naval va servir, encore une fois, pour les prendre directement sur le quai et les installer sur le pont supérieur du bateau. Leur mise en place relève du défi technique. Elles doivent être positionnées à plus de 20 mètres au-dessus des brèches spécialement conçues pour les accueillir. La moindre erreur peut se révéler fatale. Le pire qui puisse arriver, c'est que la cheminée soit lâchée lorsqu'elle est soulevée au-dessus du bateau, parce que ça causerait des dégâts énormes. Il vaut mieux pas que ça se produise. Les paquebots de la classe olympique ont une particularité originale. Techniquement, seules 3 cheminées sont nécessaires pour évacuer les fumées des chaudières de la propulsion. Seulement, il était inenvisageable pour la White Star d'avoir des bateaux avec moins de cheminées que les navires de sa rivale, la Cunard. Les concepteurs vont donc en ajouter une 4e et lui trouver un rôle novateur. La White Star veut être au même niveau que son concurrent. La 4e cheminée, que certains qualifient de factice, sert en fait à quelque chose. Elle est utilisée comme ventilateur pour évacuer les odeurs des cuisines. Elle ne sert pas à rien. Elle a un but très précis. À l'intérieur du navire, le Titanic prend forme. Les cabines et espaces de vie sont conçus en fonction des 15 cloisons métalliques qui traversent la coque entre la quille et la moitié du bateau. En plus du double fond, elles apportent une sécurité supplémentaire en cas d'inondation. Elles divisent le paquebot en 16 compartiments complètement étanches. Ces compartiments étanches viennent diviser la coque du bateau en une série de compartiments indépendants les uns des autres, de telle sorte que s'il y avait une entrée d'eau, elle touche uniquement une partie isolée du bateau, mais qu'elle n'inonde pas l'ensemble de la structure. Jusqu'à présent, les paquebots sont capables de rester à flot avec 2 compartiments inondés. Les concepteurs de la classe olympique repoussent les limites de l'impossible en construisant des navires encore plus résistants en cas de scénario catastrophe. Quelle est la probabilité que 3 compartiments soient endommagés? Allez, disons 1 sur 2 millions, ou plutôt 1 sur 10 millions. Les probabilités augmentent exponentiellement avec le nombre de compartiments. Le Titanic est conçu pour pouvoir flotter avec 4 compartiments endommagés. Concevoir un navire capable de supporter ce niveau d'inondation est extraordinaire. C'est pourquoi il a la réputation d'être un canot de sauvetage en soi. Il repousse les limites de la sécurité maritime à un niveau jamais atteint à l'époque. Ce n'est pas pour décourager les gens qui voyagent sur des paquebots aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas flotter avec 4 compartiments inondés. Le Titanic, lui, en était capable. Visionnaires, les ingénieurs du Titanic ont exploré de nouvelles possibilités techniques, poussant la prouesse humaine aux confins de la perfection. Ces cloisons sont un obstacle pour les voyageurs qui souhaitent circuler entre les compartiments du navire. Pour y remédier, ils ont mis au point des portes étanches à la technologie futuriste. Ce sont des portes verticales étanches munies d'un triple système de fermeture. On peut les fermer manuellement et automatiquement si nécessaire. Elles peuvent aussi être fermées à distance à partir de la passerelle de navigation. Mais elles ont aussi des flotteurs de sécurité. Donc si elles sont touchées par l'eau, elles se ferment. De cette façon, si le courant est coupé, elles se ferment quand même en cas d'urgence. Si ces portes sont le nec plus ultra de la construction navale, elles peuvent aussi se révéler être un talon d'Achille. C'est pourquoi
Leur design est au cœur de toutes les attentions. Leur forme doit garantir une parfaite étanchéité et assurer que les compartiments puissent jouer entièrement leur rôle. Si les portes étanches ne se ferment pas correctement, alors les cloisons ne servent à rien parce que l'eau peut alors inonder d'autres parties du bateau. Et l'efficacité de ces portes et cloisons étanches va être mise à l'épreuve dès le 20 septembre 1911. Une date à jamais gravée dans les annales du chantier du Titanic. En service depuis 3 mois, l'Olympique s'élance dans sa 5e transatlantique entre Southampton et New York. Au départ de Southampton, au sud de l'Angleterre, il croise un bâtiment de la Royal Navy, le Hawke. Malheureusement, Edward Smith, aux commandes de l'Olympique et futur capitaine du Titanic, ne lui laisse pas assez de place, et le navire de guerre entre en collision avec le paquebot. Le Hawke, en plus, c'est un croiseur qui était conçu pour éperonner les autres navires en cas de combat, et donc c'est des dégâts qui sont assez impressionnants. L'arbre d'hélice est touché, donc l'Olympique ne peut pas terminer sa traversée. Le choc endommage fortement la coque du paquebot, créant une brèche de 12 mètres sous la ligne de flottaison. L'eau pénètre dans 2 compartiments rendus complètement imperméables grâce aux portes étanches déclenchées à temps. Par chance, aucun passager ne se trouvait à cet endroit. Ça impressionne beaucoup parce que justement, il a très bien encaissé le choc. Finalement, le Hawke s'en sort presque plus mal que lui. Et donc, d'une certaine manière, ça contribue à prouver que les navires de l'époque sont vraiment très solides. C'est ainsi que naît la légende, que Harland & Wolff et la White Star ne font rien pour contredire. Dans une brochure publicitaire qui n'est jamais parue, on peut lire « Ces 2 vaisseaux merveilleux ont été conçus pour être insubmersibles ». Si la robustesse de l'Olympique est un argument commercial pour la White Star Line, cet accident crée un nouveau problème à solutionner sur les chantiers Harland & Wolff. Le navire est conduit à Belfast pour y être réparé dans cette énorme cale sèche, la cale Thompson. Spécialement conçue pour accueillir ces insubmersibles, jamais pareil bassin n'a été construit. La cale sèche est une pièce d'ingénierie incroyable. Elle ressemble à un grand trou de la forme du Titanic, mais c'est bien plus que ça. C'est la seule cale sèche au monde qui peut accueillir des bateaux de la taille de l'Olympique et du Titanic. C'est le seul endroit possible. La cale est complètement remplie d'eau pour laisser entrer le navire. Une fois à l'intérieur, cet énorme bateau-porte est refermé et des pompes XXL vident les 23 millions de litres d'eau en une durée record d'1h40. Dans le même temps, d'énormes étais en bois sont scrupuleusement positionnés à des endroits précis de la coque pour tenir les 52 000 tonnes du navire en équilibre. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est complètement fou. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Il faut mettre les étais au bon endroit, et il y en a tellement. Et éviter de perforer la coque, sinon le bateau va chavirer. La direction d'Harland & Wolff est amenée à réaffecter une partie des ouvriers qui travaillent sur le chantier du Titanic, à ce moment-là, à les envoyer sur l'Olympique pour effectuer ces réparations. 6 semaines sont nécessaires pour réparer ce monstre d'acier. Le coût total, 100 000 livres, l'équivalent de 11 millions d'euros d'aujourd'hui. Une fortune. Ces réparations impactent directement l'agenda du Titanic et ne seront pas sans conséquences. Ils espéraient faire le voyage inaugural en mars, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont dû le repousser jusqu'en avril, donc ça a eu un impact. Les premières annonces du départ du voyage inaugural du Titanic devaient avoir lieu en janvier. Si seulement ça avait été le cas, il n'y avait pas d'iceberg isolé en janvier. Janvier 1912. Le Titanic est pratiquement terminé. Dans 3 mois, il est censé être à New York. Le paquebot pénètre à son tour dans la cale Thompson pour procéder aux dernières installations. On peint le paquebot et on effectue les derniers travaux de plomberie et d'électricité. Le Titanic passe près de 6 semaines dans la cale Thompson. Les dernières touches de finition sont apportées, y compris l'installation des 3 énormes hélices. Les 2 hélices latérales en acier moulé pèsent 38 tonnes chacune.
Chaque pale est soigneusement boulonnée au bossage. L'hélice centrale de la turbine est complètement différente et moderne. Cette œuvre d'art est un savant mélange de bronze et de manganèse moulés en une seule pièce. Et leur installation est le dernier défi à relever pour les constructeurs. L'installation des hélices est aussi délicate que tout le reste, si ce n'est plus, en raison du manque de place. Maintenant, le paquebot est prêt et il n'est pas question de l'abîmer. Mais un nouvel accident va venir impacter le chantier du Titanic, le rapprochant un peu plus de sa tragique destinée. Le 6 mars 1912, sa construction est de nouveau arrêtée. L'hélice centrale de l'Olympique est cassée et a besoin d'être changée en urgence. Ils ont dû sortir le Titanic de la cale sèche, y mettre l'Olympique et le réparer. Du coup, le voyage inaugural du Titanic est reporté, ce qui, bien évidemment, laisse le temps aux icebergs de dériver encore plus vers le sud. Ils doivent agir vite, et la seule hélice disponible est celle du Titanic. L'hélice centrale du paquebot de légende est donc retirée pour remplacer celle de l'Olympique suite à cet accident. « 1er avril 1912, le Titanic s'apprête à faire ses essais en mer pour la première fois. Un sentiment de fierté inonde les cœurs des hommes qui ont donné 3 ans de leur existence à la construction de ce joyau. Un testament légué à la postérité que seul le génie et le savoir-faire humain sont capables de réaliser. Les essais du Titanic sont un moment décisif. Ils doivent démontrer que le navire est apte et en état de naviguer. Le 1er avril, le Titanic devrait partir pour ses essais. Manque de chance, le vent est trop fort, ça ne va pas permettre de faire des essais dans de bonnes conditions, donc on les repousse au lendemain. Un énième report qui scelle un peu plus le destin du Titanic en l'inscrivant dans la lignée des navires maudits. Mais le 2 avril, les conditions météorologiques sont optimales. Le géant des mers peut enfin partir faire ses essais. C'est la première fois que les moteurs du Titanic sont allumés. À ce moment-là, on serre fort les dents pour que tout se passe bien. C'est une grande fierté et une grande réussite pour Harland & Wolff. Le Titanic a devant lui une carrière magnifique et fructueuse. À partir de là, le Titanic longe la côte vers Southampton et son rendez-vous avec sa destinée. Le lendemain de ces essais, le 3 avril 1912, le Titanic arrive à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. C'est dans ce port que les premiers passagers du voyage inaugural embarqueront une semaine plus tard. À l'intérieur du paquebot, le chantier n'est toujours pas fini. De nombreux ouvriers peaufinent les derniers ajustements avant le grand départ. Il reste encore quelques peintures à faire. Certaines cabines ne sont pas terminées. Le système de chauffage de la 2e classe fait l'objet de plaintes parce qu'il n'est pas très fiable. On doit vérifier et s'assurer que tout est bien en place, faire les dernières retouches nécessaires si on rencontre des problèmes de dernière minute. Mercredi 10 avril 1912, le jour du grand départ. Un événement célébré en grande pompe dans les médias internationaux. Le Titanic, plus lourd que l'Olympique, trône seul sur la plus haute marche du podium. Il est le seul et l'unique, le plus grand paquebot du monde. Tous les enfants de Southampton manquent l'école pour pouvoir aller au port admirer le Titanic voguer. Alors que les passagers montent à bord, certains s'inquiètent de ce qui pourrait arriver à ce nouveau paquebot. Mais comme le dit un membre de l'équipage, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Les premiers passagers goûtent au luxe de ce palace flottant. Le Titanic est à nul autre pareil. Ses concepteurs ont poussé le raffinement à l'extrême. Même les passagers de 3e classe n'ont jamais été aussi bien logés. On met à disposition des passagers des ascenseurs électriques, des salons très luxueux, très confortables. Tout est organisé pour que le séjour sur le Titanic ressemble à un séjour dans le meilleur hôtel du monde.
Aujourd'hui, on pourrait comparer l'expérience à une mission sur Mars. C'est l'équivalent le plus probable. Midi 15, ce mercredi 10 avril 1912. Le Titanic appareille du port de Southampton. Un jour pour l'histoire à jamais gravé dans la mémoire collective. 5 remorqueurs escortent ce titan, fleuron de la navigation commerciale et fierté de la White Star Line et des chantiers Harland & Wolff, loin de son quai d'attache. Seulement, l'événement est sur le point de virer au cauchemar. Alors que le Titanic longe le quai où des navires sont amarrés, la puissance de ses moteurs aspire l'un d'entre eux dans son sillage, le New York. La collision est évitée de justesse. Le capitaine Smith ordonne de renverser la vapeur. Les 2 bateaux se frôlent d'à peine 2 mètres. Un voyage inaugural qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Le New York, l'avant-dernier obstacle et l'ultime frisson prémonitoire d'un destin maudit. Le Titanic rallie Cherbourg et Queenstown avant de s'élancer avec l'océan à perte de vue vers sa tragique destinée avec 2223 passagers et membres d'équipage à son bord. Le dimanche 14 avril 1912, 4 jours après son départ de Southampton, l'insubmersible percute un iceberg. Le choc endommage 5 compartiments étanches, un de trop. Près de 3 heures plus tard, il sombre au beau milieu de l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, emportant avec lui 1500 personnes. Quiconque souhaite analyser comment ce bateau s'est brisé en 2 ou à quelle vitesse il a coulé ne peut blâmer Harland & Wolff. Ils n'ont pas conçu un paquebot pour qu'il se brise parfaitement en 2 en coulant. Le Titanic a été conçu pour naviguer, et ça, il l'a très bien fait. Si de nos jours un bateau heurtait un iceberg comme c'est arrivé au Titanic, il est fort probable qu'il coule lui aussi. Pour preuve, l'Olympique aura une longue carrière. Pendant la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné par l'État britannique et sert à transporter des troupes, puis de bateaux hôpital. Il parvient même à couler un sous-marin allemand. Après plus de 25 ans de service, il est totalement démantelé en 1939. Le 3e de la classe olympique, rebaptisé le Britannic suite au naufrage du Titanic, connaît aussi le même destin que ce dernier. En pleine guerre, en 1916, il est coulé par une torpille en mer Égée. Quant au Titanic, son épave a été découverte le 1er septembre 1985 par l'équipe de l'océanographe américain Robert Ballard, près de 63 ans après son naufrage. Ce joyau technologique et chef-d'œuvre de la construction navale gît dans un écrin abyssal à près de 3821 mètres de profondeur. Malgré les épreuves du temps et la corrosion des abîmes de l'océan Atlantique, nombre de ses composants subsistent et résistent, témoignage d'un travail d'homme au savoir-faire éprouvé. Le Titanic n'était pas un paquebot défectueux, il était très bien conçu et probablement bien mieux conçu que beaucoup de ses contemporains. Le Titanic était à la pointe de la modernité sur beaucoup d'aspects. Malheureusement, une erreur humaine l'a fait heurter un iceberg au beau milieu de l'Atlantique Nord. En 2019, un traité historique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne place l'épave du Titanic sous protection. Une première qui vient appuyer celle de l'UNESCO mise en place en 2012 lors du centenaire du naufrage. Le but est de condamner les profanateurs qui pillent des reliques du paquebot et les revendent à prix d'or sur les marchés internationaux. Une ultime marque de respect pour ce géant des profondeurs qui vit le jour dans les docks de Belfast grâce à la sueur du front des ouvriers d'Harland & Wolff et le génie de ses concepteurs. On peut vraiment être très fier du Titanic pour son ingénierie et ses innovations remarquables sorties tout droit d'une petite ville comme Belfast. Ici, on dit que ce qui est arrivé au Titanic est une catastrophe, mais que lui n'en était pas une. Malgré tout, l'épave du paquebot doit lutter contre un nouvel ennemi,
Une bactérie mangeuse de métal qui pourrait grignoter sa carcasse et faire disparaître entièrement le navire d'ici 50 ans. Dans leur rendez-vous avec l'histoire, les créateurs du Titanic ne s'attendaient sûrement pas à entrer dans la légende d'une telle manière. Victime d'un terrible coup du sort, le célèbre paquebot reste à jamais ancré dans les mémoires comme le symbole de l'alliance absolue entre le génie humain et la prouesse technologique. Titanic, anatomie d'un géant.